I saw her on a TV show, and I had never seen her before, and I said, "That's it." And she was singing Puccini's opera in some symphony hall, and I said, "Whoever." Je l'ai vue à la télé. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Et je me suis dit, c'était fini. Pendant des décennies, Robert Redford a incarné le calme dans le chaos, le gentleman du Nouvel Hollywood. Tandis que d'autres explosaient, disparaissaient ou s'éteignaient. Redford est resté ancré, radieux et au-dessus de la mêlée. Il ne courait pas après les gros titres, ne s'intéressait pas aux ragots et ne laissait jamais de traces de son passé. Jusqu'à aujourd'hui. À 88 ans, l'icône oscarisée a enfin dit ce que ses proches savaient depuis des années. Des acteurs qui rendaient son travail insupportable. Des hommes avec lesquels il s'affrontait en privé. Des légendes qu'il ne supportait pas. Et si les performances étaient emblématiques, les expériences étaient tout sauf mémorables. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des noms, et certains vous briseront le cœur. Car lorsque vous atteindrez le dernier nom de Redford, vous ne regarderez peut-être plus jamais l'un des classiques les plus appréciés d'Hollywood de la même manière. Gene Hackman. Ils ont partagé l'écran dans Downhill Racer et ont enchaîné d'autres projets au fil des ans. Mais Redford et Hackman n'ont jamais été amis et n'ont jamais voulu l'être. Hackman, une véritable force d'intensité brute, s'est souvent heurté au style posé et contrôlé de Redford. Sur le plateau, Hackman était connu pour exploser pendant les répétitions, défier les mises en scène et abandonner la subtilité au profit de la force brute. Redford trouvait cela épuisant. C'est un grand. Avoua un jour Redford à un collègue, mais il ne s'est jamais soucié de qui il écrasait pour y arriver. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel dans les années 1970 s'est rapidement transformé en une distance prudente. Redford admirait l'éthique de travail de Hackman. Personne ne pouvait l'accuser de paresse, mais il trouvait les méthodes insupportables. Hackman abordait chaque rôle comme un champ de bataille. Il ne se contentait pas d'agir. Il dominait. Les réalisateurs étaient souvent pris entre deux feux, et leurs partenaires devenaient des victimes collatérales. Redford, qui privilégiait la collaboration et une discipline discrète, trouvait l'instabilité de Hackman perturbatrice. On ne savait jamais quel Hackman on allait avoir, disait un assistant réalisateur à propos de Downhill Racer. Brillant ou belliqueux, il y eut de petites tensions tout au long du tournage, mais un moment précis consolida leur fracture. Lors d'une scène cruciale où l'émotion était subtile, Hackman aurait été furieux à cause d'un éclairage qu'il jugeait peu flatteur. Il aurait refusé de quitter sa caravane, retardant le tournage de près d'1 heure. Le réalisateur aurait tenté d'intervenir. En vain. Redford s'est finalement rendu lui-même à la caravane de Hackman, a ouvert la porte et, devant l'équipe, lui a dit « Ce n'est pas ton putain de film. Jane, c'est un travail d'équipe. Sois présent ou écarte-toi. » Hackman est arrivé, mais les deux hommes n'ont plus jamais reparlé hors caméra. En privé, Redford le qualifiait de marteau dans un atelier de lutherie. Ce n'était pas une question de talent. Redford n'a jamais nié la grandeur de Hackman. Tout était une question de maîtrise, de tempérament et de respect fondamental. Redford, qui avait commencé discrètement à produire et à réaliser à la fin des années 70, aurait opposé son veto au nom de Hackman sur plusieurs listes de casting. Ça n'en vaut pas la peine, écrivait-il dans la marge. Un acteur brillant, un humain impossible. Leurs carrières ont continué à se suivre parallèlement au fil des décennies. Tous deux oscarisés, icons de la nouvelle ère hollywoodienne. Ils n'ont jamais plus partagé l'écran. Lorsqu'on lui a demandé des années plus tard s'il regrettait de ne pas avoir davantage travaillé avec Hackman, Redford a marqué une pause et a esquissé un sourire diplomatique. « Certain couples, disait-il, ne se forment qu'une seule fois. Il en est resté là. C'est l'un des plus grands, a un jour admis Redford à un collègue. Mais il ne s'est jamais soucié de savoir qui il écrasait pour y parvenir. James Woods. Leur philosophie politique et personnelle étaient on ne peut plus différentes. Et bien qu'il n'ait jamais partagé de film complet. Woods a auditionné pour des seconds rôles dans des projets dirigés par Redford à plusieurs reprises et a été systématiquement rejeté. Redford a révélé plus tard qu'il trouvait Woods profondément perturbant et qu'il était extrêmement difficile de s'asseoir à ses côtés. Une séance de casting s'est terminée par un départ de Redford après que Woods l'ait interpellé sur la politique vietnamienne lors d'une lecture pour une série judiciaire. Il a semé le chaos dans des endroits qui avaient besoin de calme. A déclaré Redford plus tard. Gérer cette énergie ne m'intéressait pas. Ce n'était pas seulement une question de politique, même si cela n'aidait certainement pas. Redford. Meseray.
intègre et discret, trouvait le style conflictuel de Woods épuisant. Woods se targuait d'être le plus intelligent de la salle. Mais Redford n'appréciait pas les jeux de surenchère intellectuelle. Il aurait déclaré à propos de leur première rencontre qu'il n'avait jamais voulu comprendre l'histoire. Il voulait la dominer. Les deux hommes se situaient aux extrémités opposées du spectre créatif. Redford s'épanouissait dans une intensité discrète, des nuances de caractère et une superposition d'émotions. Woods, au contraire, explosait dans les salles avec une force cinétique. Vif, nerveux, souvent imprévisible. Il pouvait vous donner du génie, disait un directeur de casting. Mais il fallait d'abord survivre à la tempête. Redford n'était pas prêt à prendre ce risque. Ce conflit est devenu un mythe parmi les directeurs de casting. Une rencontre particulièrement tendue eut lieu à la fin des années 80, lors de la pré-production d'un thriller judiciaire que Redford développait. Woods, qui interprétait un second rôle, se lance dans la scène avec une précision irréprochable, avant de rompre son personnage à mi-chemin pour débattre des implications politiques d'une réplique. Ce qui avait commencé comme un exercice de théâtre s'est rapidement transformé en une conférence sur la politique étrangère de la guerre froide. Redford a écouté moins de 2 minutes avant de clore le texte et de quitter la salle. « Si je voulais un débat, dit-il ensuite, je retournerais à l'université. » Même des années plus tard, Woods continuait à taquiner Redford lors d'interviews et de panels de professionnels du secteur privé, sans jamais le nommer directement. Woods faisait parfois référence aux hypocrites d'Hollywood qui prônent la paix, mais dirigent les studios comme des généraux. Les initiés connaissant l'histoire percevaient ce langage codé. Redford, pour sa part, a refusé de répondre publiquement. Mais la liste noire était silencieuse et absolue. Ses notes de casting comportaient apparemment une seule phrase brutale à côté du nom de Woods. Jamais. Le talent indéniable de Woods en faisait un favori pour les rôles audacieux et imprévisibles, mais Redford n'en voulait pas. Il y a une différence entre tension et toxicité, a-t-il dit un jour. Il n'a jamais compris cette limite. Les opportunités se sont évaporées. Le téléphone ne sonna plus. Et même si la carrière de Woods évoluait davantage vers la controverse que vers l'artisanat, Redford garda le silence, à l'exception de quelques remarques acerbes dans des salons privés. Il a semé le chaos là où le calme était nécessaire, a déclaré Redford plus tard. Gérer cette énergie ne m'intéressait pas. Tous les hommes du président les ont peut-être immortalisés comme l'un des duos les plus emblématiques du cinéma. Mais Redford a toujours été discrètement frustré par l'approche d'Hoffman. Hoffman improvisait fréquemment, remettait en question les scénarios et avait l'habitude de changer de plan en milieu de scène. Redford, un acteur de réalisateur doté d'une concentration extrême, détestait cette imprévisibilité. Il avait l'impression qu'Hoffman cherchait à dominer la caméra sans se soucier de la collaboration. Ils n'ont jamais été ouvertement hostiles, mais lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'avaient plus jamais travaillé ensemble, Redford a simplement répondu qu'une fois avait suffi. Vous de l'extérieur, c'était magique. Deux des plus grandes stars des années 1970, incarnant de vrais journalistes, dénouant le plus grand scandale politique de l'histoire américaine. Mais en coulisses, c'était un lent et acharné affrontement entre deux philosophies artistiques très différentes. Redford arrivait sur le plateau préparé, méticuleux et concentré. Hoffman préférait la spontanéité, modifiant parfois son interprétation à la volée, bouleversant le rythme et l'énergie que Redford avait passé des heures à façonner. Les membres de l'équipe ont décrit l'atmosphère comme calmement tendue, ni explosive, ni dramatique, juste inquiète. Hoffman répétait une scène d'une manière et la tournait d'une autre. Il se repositionnait subtilement pendant les prises pour modifier le focus visuel, se plaçant souvent dans la lumière de Redford. Au début, Redford a tenté de l'ignorer, considérant qu'il s'agissait d'un élément du processus créatif. Mais à mesure que le tournage avançait, les interruptions ont commencé à l'épuiser. Il y avait une scène, un appel téléphonique dans la salle de rédaction, où Hoffman aurait fait 7 prises, chacune avec un ton, un rythme et des répliques improvisées différents. Redford, qui a dû réagir à ces changements imprévisibles, était, paraît-il, furieux à la fin. Le réalisateur Alan J. Pakula a agi avec délicatesse, ne laissant jamais la tension monter. Mais tout le monde sur le plateau l'a ressenti. On voyait bien que Bob se mordait la langue. Se souvient un technicien lumière. Chaque jour, à huis clos, Redford exprimait ses inquiétudes quant à la perte de cohésion narrative. Nous essayons de raconter une histoire. A-t-il dit à Pakula pendant une pause? Pas de courir après 1000 petits moments. Pourtant, le réalisateur a maintenu les deux stars en orbite, de justesse.
sachant que le résultat serait inoubliable, même si le processus était fragile. Redford, qui allait plus tard réaliser ses propres films, salués par la critique, valorisait la précision, l'efficacité et la discipline. Pour lui, jouer était un sport d'équipe, et Hoffman se sentait souvent comme un joueur cherchant à gagner seul. Redford n'a jamais critiqué publiquement Hoffman, mais lorsque des rétrospectives et des réunions de retrouvailles lui furent proposées des années plus tard, il les déclina toutes. Il n'y a eu ni dispute, ni scandale, juste un accord tacite, plus jamais ça. Certaines personnes ne s'entendent pas, même si le film est un chef-d'œuvre. Ils n'ont jamais été ouvertement hostiles, mais lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'avaient plus jamais travaillé ensemble, Redford a simplement répondu qu'une fois avait suffi. Leur seule collaboration avec Tom Cruise, Lions for Lambs, fut un désastre en coulisses. Redford, qui réalisa le film, peinait à dépasser l'esprit d'entreprise de Cruise. Chaque note était une question d'image. Dear plus Todd Redford, pas d'émotion, pas d'honnêteté, juste de marque. Cruise aurait insisté pour des changements de scène, des angles de prise de vue et même des réécritures de dernière minute. Le film a été un échec et Redford a abandonné l'expérience, la qualifiant de l'un des projets les plus frustrants de sa carrière. Il n'a plus jamais reparlé à Cruise. Lorsque le projet a été présenté pour la première fois, le duo semblait idéal. Redford, l'aîné du cinéma américain, réfléchit. Ed Cruz, le géant du blockbuster qui tentait de se tourner vers des œuvres plus sérieuses. Mais dès le départ, l'alchimie était rompue. Redford imaginait un drame politique épuré, discret, cérébral et actuel. Cruz est venu parler de l'éclairage, des angles de caméra, des costumes et du message global. Il ne s'agissait pas d'une collaboration, mais d'une collision. Selon certaines sources, la tension était immédiate. Cruz, également producteur du film, voulait avoir le dernier mot sur presque tout, de la conception de l'affiche au rythme du montage. Il serait arrivé aux réunions de production entouré d'une équipe d'attachés de presse et de conseillers en images, et aurait souvent utilisé des termes comme positionnement commercial et perception du spectateur au lieu du langage plus habituel entre acteurs et réalisateurs. Redford, qui avait passé 3 jours à répéter une scène muette pour des gens ordinaires, était consterné. Les répétitions elles-mêmes ont révélé la rupture. Cruise a demandé à des stylistes de rester en permanence pendant les séances de mise en scène, apparemment parce qu'il souhaitait que sa silhouette reflète la discipline. Redford, stupéfait, remarqua plus tard, « Je voulais que la scène montre la vulnérabilité. Il voulait qu'elle montre la symétrie. Les deux hommes n'arrivaient même pas à s'accorder sur le sujet du film. Redford y voyait une mise en garde contre l'échec institutionnel. Cruise y voyait un arc rédempteur pour un leader charismatique. Sur le plateau, l'énergie n'en était que plus tendue. Cruise s'arrêtait souvent en milieu de scène pour demander un ajustement de lumière ou suggérer une réplique plus percutante qui n'était pas prévue au scénario. Redford, patient jusqu'à l'extrême, a d'abord essayé de s'adapter, mais dès la 3e semaine, il était ouvertement frustré. Un assistant du film a décrit un moment, lors d'une prise, où Redford s'est penché et a demandé doucement « Est-ce qu'on joue la comédie ou qu'on vende d'une publicité ?» Même en post-production, les empreintes de Cruise étaient partout. Il aurait demandé plusieurs coupes de ces scènes, se disputant sur la durée exacte d'un plan de réaction. Redford lui a donné du fil à retordre, jusqu'à ce que le studio intervienne et prenne le parti de Cruise. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Redford a livré le film qu'il pouvait, s'en est lavé les mains et a évité presque toute la presse. Le film a reçu des critiques mitigées et des chiffres décevants au box-office. Cruise a ensuite poursuivi sa route. Redford se toute, l'expérience laissa des traces, non seulement comme un échec créatif, mais aussi comme une rupture philosophique, l'un essayant de dire quelque chose, l'autre de vendre quelque chose. Il n'a plus jamais reparlé à Cruise. Les 3 jours du Condor de Faye Dunaway ont été un succès critique, mais hors écran, le film était froid. Redford et Dunaway n'auraient pas eu d'alchimie pendant le tournage, et des sources proches affirment que la tension était perceptible entre les prises. Dunaway, connu pour son exigence et son perfectionnisme, se heurtait fréquemment au réalisateur et Redford se retrouvait souvent pris entre deux feux. Elle n'était pas difficile parce qu'elle se souciait du film, a déclaré un membre de l'équipe. Elle était difficile parce qu'elle ne faisait confiance à personne, pas même à lui. Redford la qualifiait de tempête en talons. Dès le départ, le duo semblait prometteur. Redford était au sommet de sa gloire, un succès au box-office et une réputation de professionnalisme serein.
Dunaway venait de terminer Chinatown et était largement considérée comme l'une des actrices les plus convaincantes de sa génération. Mais leur style de travail était on ne peut plus différent. Redford valorisait la subtilité, l'économie et la retenue. Dunaway arrivait chaque jour sur le plateau comme si elle se préparait à la guerre, farouchement protectrice de son processus et n'hésitant pas à défier qui que ce soit, y compris le réalisateur ou sa partenaire. Elle demandait fréquemment à revoir les rushes, à réécrire les dialogues la veille du tournage et était connue pour exiger des modifications aux éclairages déjà approuvés. Redford, qui croyait en la confiance envers l'équipe et au maintien de la dynamique, a commencé à considérer que la production moins comme un espace créatif que comme une négociation quotidienne. Selon un script manager, Redford aurait déclaré un jour lors d'une pause « Nous sommes là pour trouver la vérité, pas pour microgérer chaque syllabe jusqu'à la soumission. » Leurs scènes ensemble étaient tendues, chargées d'émotions, mais cette tension n'était pas due au jeu d'acteur. C'était une frustration à peine contenue. Dunaway demandait plusieurs prises d'une même réplique, ajustant l'inflexion à la syllabe près. Redford, qui préférait se fier à son instinct et avancer, s'irrita de plus en plus. Il aurait un jour murmuré « On ne construit pas une montre ici », alors qu'elle demandait une 4e réinitialisation lors d'une scène relativement mineure. Un jour, la tension monta à huis clos lors d'une réunion avec le réalisateur Sidney Pollack. Dunaway avait remis en question la logique émotionnelle de son personnage dans une scène clé. Redford, d'abord silencieux, a finalement craqué. C'est de l'espionnage. Fait, passe to Chekhov. Le silence se fit dans la pièce. Elle sortit. Le lendemain, elle revint comme si de rien n'était. Mais l'ambiance ne s'était jamais rétablie. Malgré l'intimité à l'écran requise par le scénario, leur relation n'avait rien de chaleureux. Redford aurait demandé une doublure pour les plans d'insertion après le rap de Dunaway. Interrogé à son sujet lors d'une interview avec la presse des années plus tard, il marqua une pause, un léger sourire et dit « Elle est inoubliable ». Aucune collaboration n'a suivi, pas de réunion de retrouvailles, pas d'interview nostalgique sur la réalisation du film. Elle n'était pas difficile parce qu'elle se souciait des autres, a déclaré un membre de l'équipage. Elle était difficile parce qu'elle ne faisait confiance à personne, pas même à lui. Redford la qualifiait de tempête en talons. Robert Duvall, bien qu'ils aient tous deux joué dans The Natural, Redford et Duvall étaient comme l'huile et l'eau. L'approche improvisée et instinctive de Duvall contrastait avec la précision structurée de Redford. Redford aurait demandé à Duvall de s'en tenir au scénario lors d'une scène clé, ce que Duvall a catégoriquement refusé. S'en est suivi une altercation en coulisses dont les membres de l'équipe parlent encore. Duvall voulait jouer du jazz, a déclaré Redford plus tard. « Je voulais jouer de la composition. Ce n'était pas de la musique. C'était du bruit. » Dès le premier jour de tournage, leur différence était évidente. Redford a abordé le film comme une symphonie, répétée, chronométrée, calibrée émotionnellement. Il avait passé des semaines à se préparer pour le rôle de Roy Hobbs, peaufinant chaque détail, jusqu'à la gestuelle et la respiration. Duvall, quant à lui, arrivait sans notes, sans plan de répétition, et avec la ferme conviction que le vrai jeu d'acteur venait de l'instinct, et non de la page. Au début, Redford admirait cette crudité. L'interprétation de Max Mercy, journaliste sportif cynique, par Duvall était électrique, imprévisible et profondément ancrée dans la réalité. Mais au fil du tournage, cette même imprévisibilité s'est avérée problématique. Duvall réécrivait ses répliques dans le fauteuil de maquillage, changeait le rythme d'une scène sans prévenir ou adoptait un ton émotionnel radicalement différent d'une prise à l'autre. Redford, connu pour sa patience, commença à perdre patience. Leurs différences n'étaient pas seulement stylistiques, elles étaient personnelles. Redford était calme, mesuré, posé. Duvall était explosif, instable, presque joyeusement chaotique. Sur le tournage de The Natural, ce contraste a créé un courant de friction sous-jacent qui n'a jamais vraiment débordé, mais qui ne s'est jamais calmé non plus. Ils étaient tous deux brillants, a déclaré un membre de l'équipe, mais ils ne tournaient pas pour le même film. Le point de rupture est survenu lors d'une scène de confrontation cruciale. Redford voulait créer un rythme émotionnel précis, directement lié à un arc narratif plus vaste que lui et le réalisateur Barry Levinson avait soigneusement construit. Duvall, indifférent à tout arc narratif autre que le sien, n'arrêtait pas de saper la tension avec des improvisations sarcastiques. Redford interrompit la prise, se tourna vers Duvall et dit « Ce n'est pas ton film ». Duvall rétorqua « Ce n'est à personne tant que ce n'est pas réel ». Ils se sont disputés pendant 15 minutes.
tandis que les caméras tournaient en silence. Les membres de l'équipe ont reculé. Un technicien du son a déclaré plus tard. C'était comme voir un feu de camp se transformer en incendie de forêt. Levinson est finalement intervenu comme médiateur, et la scène a été bouclée, de justesse, après le tournage. On a demandé à Redford s'il souhaitait travailler avec Duvall. Sa réponse a été laconique. « Il est brillant, mais je n'ai pas besoin de revivre ça. » Duvall n'a jamais répondu publiquement, mais les deux hommes ne se sont plus jamais retrouvés, même lors des tournées de presse. Si aucune seconde collaboration n'a jamais eu lieu, c'est non pas par manque d'opportunité, mais parce qu'aucun des deux hommes n'avait oublié leur rupture. Duvall voulait jouer du jazz, a déclaré Redford plus tard. « Je voulais jouer de la composition. Ce n'était pas de la musique, c'était du bruit. » Paul Newman, c'est le nom que personne n'attendait. L'homme le plus souvent associé à Redford, le partenaire de Butch Cassidy. Du kid et de l'arnaque. L'autre moitié du mythe. Mais selon Redford, la relation n'était pas ce qu'elle paraissait. Il était charmant, disait-il, mais il gardait toujours ses distances. Et parfois, il jouait l'idiot pour s'en tirer plus qu'il n'aurait dû. Il n'y avait pas de querelle dramatique, juste une lente érosion de la confiance. Lorsque Newman a commencé à prendre davantage de responsabilités en tant que producteur sur l'arnaque, Redford a senti le changement. Il a cessé d'être mon partenaire et est devenu mon concurrent, m'a-t-il confié un jour. Notre amitié n'a jamais vraiment pris fin, mais elle s'est estompée au profit d'une distance polie. De l'extérieur, ils étaient comme un éclair. Le contraste parfait. Newman était tout en charisme et en magnétisme naturel. Redford, la tempête silencieuse, réfléchie et posée. Ensemble, ils ont changé la vie d'une star de cinéma. Joel, conscient de lui-même, dangereusement charmant. Mais sous la surface, Redford a toujours senti quelque chose de caché chez Newman, un mur qu'il n'a jamais vraiment réussi à franchir. Leur relation avec Butch Cassidy était chaleureuse, facile, faite de rires et de longues journées dans le désert. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés pour l'arnaque, quelque chose avait changé. Newman avait plus d'influence. Il arrivait aux réunions entouré de dirigeants du studio, souvent munis de notes sur les scénarios, le casting et même le placement des caméras. Redford, toujours plus intéressé par l'art que par la politique, se sentait mis à l'écart. Ce n'étaient plus deux hommes qui faisaient un film, dira plus tard un membre de l'équipe, mais une partie d'échec entre stars. Redford gardait sa frustration pour lui, mais ses proches en percevaient les conséquences. Il admirait profondément Newman, mais il en voulait aussi au public de le considérer comme l'âme de leur duo. Lors des interviews, les journalistes adressaient d'abord leurs questions à Newman. Les gros titres s'appuyaient. Paul était le visage, dit un jour Redford, et moi, la note de base de page. Les années qui suivirent furent marquées par des échanges cordiaux, des hommages et quelques apparitions communes. Mais ils ne tournèrent plus jamais de film ensemble. Des propositions affluèrent. Des scénarios furent proposés, mais rien ne se concrétisa. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, Redford répondait toujours que le timing n'était pas bon. Mais ceux qui connaissaient la vérité comprenaient. Le problème n'était pas le timing, mais la confiance. Il n'y avait ni rupture, ni trahison. Juste deux icônes qui s'éloignaient discrètement, 1 kilomètre après l'autre. Il était charmant, disait Redford, mais il gardait toujours ses distances. Et parfois, il jouait l'idiot pour s'en tirer plus qu'il n'aurait dû. Il n'y a pas eu de querelle dramatique, juste une lente érosion de la confiance. Lorsque Newman a commencé à prendre davantage de contrôle sur la production de l'arnaque, Redford a senti le changement. Il a cessé d'être mon partenaire et est devenu mon concurrent, m'a-t-il confié un jour. L'amitié ne s'est jamais complètement dissipée, mais elle s'est évanouie dans une distance polie. Certains de ces noms seront blessants, d'autres sembleront inévitables. Mais ensemble, ils dressent un portrait que peu ont vu auparavant d'un homme qui, malgré son aplomb et sa retenue, portait les cicatrices de la collaboration comme tout le monde. Car malgré tout le soleil à l'écran, le Hollywood de Redford avait aussi des ombres.